Alors bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Philippe Pulis que j'ai souhaité recevoir parce que c'est quelqu'un qui travaille sur le sujet du wokisme depuis un bon petit moment. Il a une chaîne YouTube, il écrit également des articles. Je vous mettrai tout ça en description pour que vous puissiez aller retrouver ses écrits et ses vidéos qui sont très pertinentes, très pédagogues sur le wokisme. Et du coup, j'ai souhaité le recevoir aujourd'hui pour qu'il nous parle de tout ça, qu'il nous explique eh bien, tout ce qu'il se cache derrière le phénomène du wokisme. Alors, Philippe Pulis, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Bonjour Cyril, merci déjà pour cette invitation. Philippe Pulis. Alors, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Les Réveillés. J'écris des chroniques régulières dans un média en ligne qui s'appelle Le Diplomate. Et puis, je participe aussi, quand je suis invité, à des débats, voire des conférences sur le thème du wokisme. Alors, moi, je viens de la société civile, hein, c'est-à-dire que quand je dis ça, ça veut dire que je ne suis pas un universitaire. Je ne suis pas un journaliste, j'ai fait une école de commerce, j'ai un master en management. Et si je suis venu tout simplement sur le wokisme, c'est que je m'y suis intéressé dès les années, on va dire, fin 90. Et j'ai commencé par m'intéresser par la théorie du genre, en réalité, avec Judith Butler. Et puis après, ben, j'ai tout simplement continué mes investigations en allant sur la théorie critique de la race. Et en réalité, j'ai estimé dans ces années, voilà, on va dire fin 90, début 2020, qu'on allait assister à un mouvement qui prenait naissance et qui allait devenir subversif, vindicatif, je reviendrai là-dessus. Et donc, voilà, j'ai eu cette première vision, je dirais, de l'évolution du wokisme. Ça, c'était le premier point. Le second point, plusieurs années après, ben, j'ai tout simplement constaté que le wokisme avait pris une ampleur bien plus importante que celle que j'imaginais et que, globalement, il surfait sur la méconnaissance. Voilà, je pense que ça fait le lit aussi du wokisme, cette méconnaissance. Et en tant que citoyen engagé, particulièrement je dirais, vent debout contre tout ce qui est liberticide, cette perte de liberté d'expression. Et je me désole du fait que ben, on est donc de moins en moins dans une société qui facilite le débat d'idées. J'ai vu aussi les dérives du wokisme sur cette liberté d'expression et sur le débat d'idées. J'ai souhaité m'engager tout simplement pour, euh, avec, je dirais, une dimension pédagogique, informer le grand public avec mes petits moyens, tout simplement de cette idéologie, parce qu'encore une fois, je pense sincèrement que le wokisme bénéficie d'une vitrine qui est belle, une vitrine marketing, mais que peu de gens ont pris conscience des dangers de cette idéologie. Donc voilà, c'est un engagement citoyen pour informer, alerter le grand public. D'accord. Alors écoute, pour cette première question, donc on va commencer, je le dis pour ceux qui nous regardent, on va essayer de définir un petit peu ce qu'est le wokisme, on va essayer aussi de voir sur quelle base il s'appuie, et puis on va essayer de voir si c'est véritablement un, comment dire, un mouvement qui est dangereux, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il rentre en Occident comme dans du beurre, et en gros où ça mène. Voilà. Et tu vas nous aider à comprendre tout ceci, Philippe Pulis, et je ne doute pas que tu le feras avec beaucoup de pédagogie, comme dans ce que tu as déjà produit. Alors pour ma première question, je ne vais pas être super original, mais on est obligé de commencer par là. À chaque fois qu'on parle du wokisme, c'est cette question qui vient en premier. C'est finalement, même si c'est, je le sais, difficile à définir tellement il est protéiforme, Mm. qu'est-ce que le wokisme et quelles en sont les bases en fait? Alors, quoi qu'il en soit, je pense, Cyril, tu as tout à fait raison dans cette introduction. C'est un mouvement qui est complexe et on peut pas parler du wokisme en quelques minutes. C'est un mouvement, quoi qu'il en soit, on a souvent parlé de la naissance du wokisme avec le mouvement Black Lives Matter. Alors, Ouais. soyons clairs par rapport à ça. Excusez-moi, c'est juste les allergies là, qui commencent à venir avec l'arrivée du soleil. Quoi qu'il en soit, pour revenir au mouvement Black Lives Matter, il est certain que ce mouvement a été un formidable catalyseur pour, je dirais, coaguler et dynamiser un certain nombre d'initiatives militantes. Mais en fait, toutes ces initiatives militantes sont bien antérieures au mouvement Black Lives Matter. Si je prends par exemple la France, ne parlez que de la France, nous sommes des citoyens français. Il est clair que la vague, par exemple, post-mai 68, a contribué à créer un terreau pour le wokisme, hein.
vague post-mai 68, qui a pris pour cible entre autres le patriarcat, qui a attaqué des valeurs traditionnelles comme la famille, comme l'autorité. On était déjà dans la déconstruction. On voit dans les mouvements, dans les années 80, le mouvement SOS Racisme, ou plutôt l'association SOS Racisme avec le mouvement Touche pas à mon pote. Donc voilà, si on reste sur la France, sans parler des combats contre l'homophobie, les luttes féministes, etc. Et cela un peu partout dans le monde. Sauf qu'en 2013, hein, c'est la naissance du mouvement Black Lives Matter, avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Là, on était sur la lutte contre le racisme, les violences policières, sont venues justement s'agréger un certain nombre d'initiatives militantes. Et avec le mouvement Black Lives Matter, ça leur a donné, je dirais, une dimension internationale et ça a surtout permis de faire en sorte que ce mouvement se crée en tant que tel, tu vois. Mais voilà, mais ces initiatives, elles remontent depuis très longtemps en réalité, hein. On parle des études post-coloniales dans les années 70, les mouvements néo-féministes qui ont commencé aux États-Unis dès le milieu du 19e siècle, les luttes contre l'homophobie qui sont montées en puissance toujours aux États-Unis dans les années 60, etc., etc. Donc, on a un certain nombre, effectivement, d'initiatives qui luttent contre les discriminations et contre les injustices et qui, à un moment donné, viennent s'articuler, se coaguler autour du mot Black Lives Matter, qui a été encore une fois un formidable catalyseur pour donner cette dimension internationale. Alors, en quelques mots, parce que j'imagine que tu as plein de questions te connaissant un petit peu, en quelques mots, moi je trouve personnellement que le wokisme lance une fronde sans précédent contre l'Occident. Là, on est de toute façon dans le monde occidental, donc on va plus parler de l'Occident. Voilà, c'était pour l'introduction, mais surtout contre l'homme blanc hétérosexuel. Il y a une fronde sans précédent contre cet homme blanc hétérosexuel, et surtout, il y a toujours dans le wokisme une grille de lecture avec d'un côté les opprimés, qui sont les minorités ethniques, sexuelles, certaines néo-féministes, et les dominants, les oppresseurs, qui sont justement, où il y a cette fameux homme blanc hétérosexuel. Mais les choses, en fait, évoluent terriblement. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, le début du mouvement woke, effectivement, il y avait cet homme blanc. Alors, quand je dis homme blanc, c'est le mâle blanc, Hmm. hein, hétérosexuel. Et puis, on voit que progressivement, en fait, ça change, puisqu'aujourd'hui, moi, je dirais plus que c'est l'homme blanc hétérosexuel, je dirais que c'est l'individu blanc cisgenre. Hmm. Alors, cisgenre, pour les auditeurs, juste pour clarifier, quand on parle d'une personne cisgenre, c'est une personne qui est née, je dirais, homme d'un point de vue biologique à la naissance, donc identifié comme du genre masculin et qui plus tard s'identifie au genre masculin. Donc il y a une relation de 1 pour 1 entre le genre attribué, on va dire, à la naissance et l'expression de genre ou la personne se considérant de tel ou tel genre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu cette dérive, donc c'est beaucoup plus large. Je dis ça, par exemple, par rapport à la communauté LGBT. Il y a beaucoup aujourd'hui de frictions, de tensions entre les personnes qui militent pour le transgenrisme et puis les lesbiennes, les gays, etc. Parce que les gays qui sont cisgenres, justement, sont pointés du doigt. Alors pour aller directement vers tes propos et te faire préciser, tu nous as parlé de déconstruction, c'est surtout au niveau philosophique, hein, on parle souvent des déconstructeurs, on met Foucault, Derrida et d'autres. Et j'aimerais, ça c'est ma première question, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu le lien qu'il y a entre cette déconstruction et le wokisme d'aujourd'hui. Et puis le second point, eh bien, c'est d'essayer de comprendre en fait. Je me fais l'avocat du diable, mais tu nous dis que en fait le wokisme est lié à tout ce qui est lutte contre le racisme, lutte contre les discriminations, lutte contre tout ça. Et on a envie de te dire, bah, lutter contre l'homophobie, lutter contre le racisme, tout ça c'est bien. Comment ça a pu dériver en un mouvement totalitaire en fait? Comment on est parti d'intentions qui étaient bonnes finalement, qui sont louables en tout cas, à ce mouvement voilà, qui aujourd'hui est complètement hors de contrôle et hors de toute rationalité? Alors,
On va commencer par le concept de déconstruction. C'est vrai qu'on revient beaucoup sur le concept de déconstruction, effectivement, alors que l'on associe, moi je suis pas un spécialiste de la philosophie, je parle sous ton contrôle, ce que j'entends moi par le concept de déconstruction et de par mes recherches, encore une fois on l'associe beaucoup à Jacques Derrida, c'est le concept de déconstruction invite en fait au questionnement sur cette relation qui peut être biaisée, construite entre ce qui paraît être normal, rationnel, naturel, etc. Euh, Finalement, comment dire, cette domination d'un Occident qui est capitaliste, impérialiste, colonisateur et dominateur. Donc en fait, il y a dans ce questionnement à la fois effectivement une pensée tout à fait intéressante, hein, de se dire il y a peut-être des constructions effectivement sur un certain nombre de choses qui semblent évidentes, mais ce qui m'a toujours surpris dans ce concept de déconstruction, c'est qu'il y a quand même un côté accusatoire. C'est-à-dire que d'un côté, on invite au questionnement, ça paraît sain, surtout quand on est un philosophe, mais d'un autre côté, il y a ce côté accusatoire, puisque quelque part, on dit, attention, cette relation construite, OK, entre un certain nombre de choses, et un Occident, et pour le coup, capitaliste, impérialiste, colonisateur et dominateur. Donc il y a déjà cette charge, quelque part, contre cet Occident blanc, hétérosexuel. Et de là, il ne faut pas oublier que là, on est dans les années 70, ce concept a fait fureur aux États-Unis dans les années 80. Et c'est de là, finalement, que découle un certain nombre d'études sur la race, sur le genre, etc. Et en fait, Judith Butler, qui en 1990 sort la théorie du genre, elle s'inspire déjà de toutes ces études qui ont été faites en Judith amont. Butler, pardonne-moi Philippe, je te coupe, pour Oui, nos auditeurs et nos téléspectateurs, Judith Butler qui nous a dit récemment que le Hamas était un mouvement de résistance. ça va, voilà. On va justement du coup aborder la seconde question. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair sur cette première partie. C'était Donc, parfait. le wokisme s'inspire complètement du concept de déconstruction. Et encore une fois, on doit à ce concept de déconstruction un certain nombre d'études. Donc, tout découle de ce concept de déconstruction, théorie critique de la race et la théorie du genre, l'intersexualité, etc. Ouais, Alors, puis après, pardonne-moi, on voit aussi que sur cette histoire, pour aller dans ton sens de déconstruction, n'est pas déconstruit n'importe quel présupposé, n'est déconstruit que ce qui est blanc, que ce qui est occidental, que ce qui est de nos pays. C'est-à-dire que elle est quand même orientée, cette déconstruction, et puis c'est une déconstruction qui finalement, au départ, comme tu le dis, se positionne comme un questionnement louable, et puis finalement, oui, on en vient à ne plus questionner ce qui questionne, c'est-à-dire que l'outil de déconstruction qui est censé questionner, lui, on ne le questionne plus du tout. On déconstruit tout, on ne se demande pas s'il y a des raisons pour qu'il y ait telle ou telle chose ou telle structure. On déconstruit parce qu'il faut déconstruire, parce que c'est blanc, parce que c'est occidental et parce que c'est forcément le mal. c'est ça. C'est-à-dire que finalement, ce côté accusatoire a pris Ouais, le dessus sur l'aspect questionnement. ouais. Alors, après, effectivement, pourquoi ce mouvement s'est radicalisé, etc. Parce que il y a, je dirais, la force du wokisme vient du fait que les causes, en réalité, sont extrêmement légitimes, bien évidemment, qui est contre le racisme, contre les discriminations, les injustices. Personne, enfin, je veux dire, quelqu'un de sensé, je veux dire, à part les vrais racistes et les vrais couillons, enfin, je veux dire, quelque part. Donc, tout le monde est pour une justice sociale, etc. Sauf que il y a, je crois, une face noble et une face qui est moins noble. Et comme dans tout, on communique sur la face qui est noble et on occulte volontairement la face qui n'est pas noble. Et cette face qui n'est pas noble, c'est quoi? C'est ce côté révolutionnaire et ce côté vindicatif, je dirais plus exactement ce côté revanchard. Il y a, me semble-t-il, je ne détiens pas la vérité, c'est ma perception des choses, il y a dans ce mouvement, alors indubitablement un côté révolutionnaire, ça c'est certain, hein, on veut bien évidemment renverser l'ordre établi. Il y a une volonté quand même de prise de pouvoir. Et il y a, alors ça c'est vraiment la phase qui est peu noble. On ne parle pas de ça, cet aspect revanchard. Et donc dans cet aspect revanchard, il y a, oui, une inversion des normes. On veut finalement que les normes d'aujourd'hui non, soient supprimées au profit d'autres, etc. Et il y a envie de prendre cette revanche. Alors, si on a envie, si certains, alors certains assument hein, cette envie de prendre une revanche, soyons clairs, hein,
certains l'affirment, certains l'assument totalement et communiquent dessus, mais la plupart ne le disent pas, bien évidemment. Donc on C'est-à-dire continue. on aurait, pour préciser, une immigration qui se sentirait revancharde face à un Occident qui a colonisé leurs ancêtres. C'est de cela dont on parle? Il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, n'oublions pas que dans le wokisme, il y a les minorités ethniques dont tu fais référence. Effectivement, il y a les minorités sexuelles et il y a des femmes qui se revendiquent d'un néo-féminisme. Mais là aussi, je veux dire, enfin, soyons justes quelque part dans notre analyse. Je veux dire, on peut quand même, je l'espère, aborder les choses en toute objectivité. Hein. Je te connais, je te suis, et j'essaye moi aussi de faire preuve d'objectivité. Si on en est là, c'est qu'il y a eu aussi, bien évidemment, des causes. Tout événement a ses causes. S'il y a des gens qui ont souffert et qui souffrent encore. Soyons clairs, même s'il y a eu d'énormes progrès, il y a certainement, bien évidemment, du racisme, encore des discriminations, encore des injustices. Donc là, on paye quelque part aussi hein, le fruit du passé, tout simplement. Donc oui, il y a un passif, il y a un passif, il y a des gens qui ont souffert pour les minorités ethniques, peut-être qu'effectivement, l'esclavage, la colonisation, sont des actes du passé, encore une fois, qui laissent des traces indélébiles, forcément. Donc ça laisse, encore une fois, du ressentiment, de la haine. Les minorités sexuelles, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'en France, les minorités sexuelles ne sont pas discriminées, enfin, c'est pas du tout ma perception, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a quelques décennies, c'était le cas. Et puis c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui ont souffert du patriarcat. C'est vrai qu'il y a des femmes qui ont souffert du sexisme, du machisme. Donc il ne faut pas nier ça. Ce serait totalement absurde de notre part. Et pour le coup, on perdrait de la crédibilité. Donc moi, je reconnais bien évidemment qu'il y a tout ça. Mais je pars du principe que l'aspect revendicatif ne va pas régler les choses. On ne va pas améliorer les choses en se tapant les uns contre les autres. Et malheureusement, le wokisme a pour conséquence de tout simplement comment dire de heurter les uns contre les autres, de créer encore plus de tensions, d'affrontements. C'est la haine des uns contre les autres et ce n'est pas avec cette méthode, on va dire, que l'on va régler les problèmes. Et je pense que le wokisme souffre de méthode. C'est la méthode qui ne va pas. Elle est encore une fois subversive et vindicative. Sur le fond, encore une fois, on est d'accord, les causes sont légitimes. Et voilà, et cette dérive, bien évidemment, on ne l'explique pas, sans compter, tu as lu ma dernière chronique, ou mes dernières chroniques, sans compter aussi les enjeux cachés du wokisme. Hein. Il y a forcément des Alors considérations. on va en parler Voilà, un on va petit en peu parler. après. C'est des questions qui sont prévues parce que c'est un sujet vraiment important et je crois qu'en plus tu es le seul à développer ça. Donc on va en parler des enjeux sous-jacents, peut-être plus politiques, mais c'est vraiment intéressant. Avant cela, je voulais continuer dans le sens dans lequel on est parti et tout simplement te questionner sur quelque chose que j'ai remarqué dans le wokisme et que bah, je n'ai pas analysé d'une manière profonde. C'est pour ça que je te pose la question. C'est tout simplement qu'on voit dans les mouvements woke, par exemple chez les néo-féministes, on voit que les néo-féministes sont des personnes qui vont s'offusquer pour des micro-agressions patriarcales en Occident, et puis qui vont se taire devant le voile, voire qui vont prôner le voile islamique, qui ne vont rien dire quand, par exemple, des Israéliennes se font violer par le Hamas le 7 octobre, qui ne vont rien dire quand un OQTF issu de l'ère civilisationnelle islamique se fait violer en France, mais qui vont voilà, questionner l'Occident à chaque fois sur des micro-agressions. On voit la même chose au niveau du racisme. C'est-à-dire que quand un blanc se fait tuer à coups de couteau, à coups de sale blanc, il n'y a pas de problème, on ne dit rien. Et finalement, quand quelqu'un se fait agresser parce que c'est un étranger, eh bien là, on fait tout un pataquès à juste titre. Mais on devrait le faire dans les deux cas. La question qu'il y a derrière cette présentation des faits, comme je te l'indique, c'est tout simplement on voit bien que ces gens, en fait, ne sont pas justes et qu'ils sont dans des indignations à géométrie variable. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'Occident et la puissance de l'Occident, en fait, qui est contestée ici? Parce que l'Occident, on le voit au niveau de sa civilisation, n'a pas été la pire civilisation, ni la plus violente, ni la plus esclavagiste, ni la plus patriarcale, ni la plus. Et aujourd'hui, elle l'est encore moins parce qu'en peu de temps, on a fait énormément de progrès. Et en fait, bah, la question, c'est tout simplement, est-ce que c'est pas tout simplement la puissance de l'Occident, la puissance de cette civilisation? En gros, si tu veux, pour aller plus directement vers ma question,
est-ce que ce qu'on reproche pas aux Occidentaux, c'est d'être puissant, c'est d'avoir été fort, c'est d'avoir remporté de nombreuses batailles, d'avoir remporté en fait des victoires mondiales et d'être la civilisation la plus puissante. Est-ce que c'est pas ça en fait qui est contesté aujourd'hui et on essaye de l'affaiblir? Oui, oui, forcément, j'adhère à cette vision, mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a forcément un deux poids, deux mesures. Et comment expliquer ce deux poids, deux mesures? C'est-à-dire que les woke partent du principe, toujours avec par ce prisme des gens qui sont les dominants et les gens qui sont dominés, c'est que le pendant de tout ça, c'est la démarche, c'est la culture de l'excuse, en quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, si un bourreau est une victime, elle a été une victime parce qu'elle fait partie d'une des minorités ethniques, sexuelles. Alors, souvent, c'est souvent des minorités ethniques. Eh ben, si encore une fois, ce bourreau est issu d'une minorité, c'est qu'il a été une victime. Et finalement, comme il a été une victime, eh ben, on l'excuse de tout ce qu'il a pu faire. C'est le pendant encore une fois, cette démarche victimaire a un pendant, c'est la culture de l'excuse qui crée de nouvelles injustices. Encore une fois, on ne blâme pas un bourreau s'il est issu d'une minorité parce que tout d'abord, il a été une victime. Ça, c'est très important à comprendre et c'est tout à fait ce que tu disais en introduction de cette question. Après, bien évidemment, nous sommes en Occident. L'Occident a permis justement, donne un terreau, je dirais, culturel favorable hein, pour l'expression de ces revendications. Alors oui, il y a la puissance de l'Occident et dans cette puissance de l'Occident, il y a eu, mais encore une fois, l'Occident n'a pas le monopole des tragédies du passé, hein, n'a pas le monopole hein, de l'esclavage, de la colonisation, etc., des guerres, des génocides. Mais je crois que dans les facteurs qui expliquent l'essor du wokisme, il y a en tout cas pour nos sociétés d'Europe de l'Ouest, le fait qu'on a aussi beaucoup de personnes immigrés qui viennent des pays qui ont été colonisés. Et ça, c'est certainement un facteur important. Donc forcément, les études postcoloniales ont eu leur impact et il y a ce ressentiment qui devient presque culturel. Presque culturel. On a été exploité, on a subi l'esclavage et il y a justement, encore une fois, ce ressentiment qui se transmet de génération en génération. Ça en devient presque culturel, en fait, je D'accord, crois. d'accord. Et en restant dans cette logique de transmission culturelle, eh ben, il nous renvoie à l'ascenseur en disant, eh bien, finalement, les Blancs ont aussi, quelque part, cet héritage du passé transmissible de génération en génération. Donc, toi, Cyril, moi, Philippe, je dois me sentir redevable envers certains groupes de population parce que nos ancêtres finalement, ont commis, encore une fois, avec le regard des woke, un certain nombre d'exactions. Donc, on doit se sentir redevable, comme eux se sentent des victimes. On les renverra vers Frantz Fanon qui nous expliquait que on n'a pas à se sentir quand on vient des populations qui ont été colonisées, on n'a pas à se sentir enfermé dans cette culture victimaire. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas à se sentir coupable de quoi que ce soit. D'autant plus qu'encore une fois, on n'était pas les seuls, loin de là. Alors Tout à justement, fait. ça m'offre une transition avec la question suivante. C'est tout simplement que on voit bien que, par exemple, on va prendre un sujet qui est saillant, c'est l'esclavage. Très souvent, on écoute, oui, l'Occident a été un peuple esclavagiste, une civilisation esclavagiste, etc., etc. Ce qui n'est pas faux. Entendons-nous, ça n'est pas faux. Seulement, non seulement nous n'avons pas été la seule, non seulement notre civilisation n'a pas été la plus meurtrière, mais on est aussi connu pour avoir été la première civilisation à abolir véritablement dans nos textes Mm. l'esclavage. Et pourtant, nous sommes la civilisation à laquelle on reproche le plus de choses. Ce que je veux dire par cet exemple-là, c'est est-ce que, au final, le wokisme n'est pas comment dire, une grande conséquence de l'ignorance, de l'effondrement de la rationalité et de l'effondrement de l'esprit scientifique en Occident? Parce que quiconque étudie un petit peu l'histoire, eh bien, se rend compte de ce que je viens de dénoncer, et c'est valable sur tous Mm. les autres sujets du wokisme. On voit que les choses sont beaucoup plus nuancées, beaucoup moins, comment dire,
Mm. rude que ce que nous énoncent les wokistes quand ils font des critiques envers l'Occident. Et puis aussi, il y a dans le wokisme cette fameuse dictature du ressenti, où ce qui fait vérité n'est plus du tout un élément factuel qu'on aurait démontré ou un élément empirique qu'on aurait montré. Non, le ressenti suffit. Je me sens comme ça, alors je suis comme ça. Par exemple, pour la théorie du genre, hein, je me sens femme, je suis une femme, point. Il n'y a pas à discuter ça. Si tu discutes cela, tu me blesses, etc. Donc on voit qu'on est derrière le ressenti, pas très loin du Mm. ressentiment d'ailleurs dont tu nous parlais tout à l'heure, mais on est dans le ressenti et puis on est dans très peu de connaissances historiques. Donc est-ce que c'est pas dû à l'effondrement de l'esprit scientifique et de la rationalité en Occident? Ce que tu dis là est valable pour tous les sujets en réalité. Alors, ça touche le wokisme, mais ça peut toucher plein de choses. On le voit sur les conflits, hein, tout simplement, en ce moment en Israël, les conflits entre la Russie et l'Ukraine. On pourrait prendre tous les sujets et on voit que finalement, ils souffrent d'un manque de connaissances. Et du coup, les gens ont des jugements qui sont taillés à la serpe, qui sont taillés à la serpe. C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus de nuances. On a l'impression aujourd'hui aussi qu'on est obligé de choisir un camp. On a simplifié le débat d'idées au possible, pour plein de bonnes raisons. Alors encore une fois, hein, on pourrait passer une émission là-dessus, peu importe, mais pour plein de bonnes raisons, on a simplifié au maximum le débat. Et il y a à la fois une paresse intellectuelle qui est évidente, hein, puisque aujourd'hui, c'est un peu le paradoxe. Toute cette information est disponible en réalité à chacun de faire ses recherches et de comprendre un peu mieux le conflit en Israël, de comprendre un peu mieux le conflit entre l'Ukraine et la Russie, de comprendre un peu mieux le wokisme, ne pas s'arrêter sur une phrase simple, la lutte contre le racisme et discrimination, etc. Donc, effectivement, il y a un manque aujourd'hui de subtilité, de connaissance. Alors, est-ce que c'est propre à l'Occident? Je ne sais pas te dire. Je ne sais pas répondre à ça. Est-ce que c'est propre à l'Occident? En tout cas, on le constate, quoi qu'il en soit, en Occident. Et puis, il y a aussi cette simplicité, encore une fois. On essaie toujours de simplifier les choses et c'est beaucoup plus simple. À partir du moment où on simplifie les choses, les gens peuvent tout simplement, avec une grille de lecture relativement facile pour le coup, hein, se dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc. Et le wokisme a fait en sorte aussi à contribuer à simplifier ce débat. Parce qu'on, dans le wokisme, il y a aussi toutes ces méthodes qui consistent à faire taire les oppositions. Et ça aide, bien évidemment, à faire en sorte qu'on ne rentre pas dans la subtilité, parce que le questionnement est suspicieux, le questionnement est condamnable. Donc, c'est beaucoup plus simple, encore une fois, avec cette grille de lecture qui est complètement manichéenne. Il y a les racistes, il y a les autres, il y a les gens qui dominent, il y a les gens qui sont dominés. Et ah oui, c'est beaucoup plus simple. On ne rentre pas dans le détail et on ne fait pas l'effort de comprendre. Et ça, c'est malheureusement une généralité. Alors, encore une fois, dire que c'est une spécificité occidentale, je ne sais pas dire en réalité. Mais il y a peut-être une paresse. Est-ce que c'est un paradoxe? Plus on a de l'information à disposition et moins, finalement, on est enclin à aller rechercher cette Bah, information. C'est peut-être ça. Disons que pour préciser ma question, évidemment, je ne pense pas que ce soit propre à l'Occident, mais l'Occident s'est fait connaître dans le monde comme étant la civilisation rationnelle. La civilisation, si je veux parler de la France, la Oui, civilisation de Descartes et du cartésianisme et de la science, etc. Et on voit que aujourd'hui, même la science ne fait plus consensus. Il y a des gens qui relativisent tout, qui nous disent non, mais la oui, science, elle est blanche, elle est occidentale, on ne peut pas lui faire confiance, blablabla. Ah, tu connais le discours. oui. Alors, tout à fait. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément, c'est la rationalité. Il faut savoir que la rationalité est pointée du doigt et dénoncée par les woke. Et pourquoi cette rationalité est dénoncée par les woke? Parce elle est l'expression de la domination blanche. Dans la grille de lecture des woke, c'est bien ça. Cette rationalité est pointée du doigt parce qu'elle est, encore une fois, elle montre en fait la domination blanche. Donc on remet en cause la rationalité, exactement, tout ce qui est scientifique également, la biologie. Par exemple, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que comment dire, la physique est dénoncée par les woke. Par exemple, ils disent qu'il ne faudrait plus parler des lois de Newton, mais parler des lois fondamentales de la physique, parce que Newton était blanc et que c'est l'expression, encore une fois, de la domination blanche. Donc, on en est là. Et toutes ces choses qui sont absurdes,
ridicules, qui sont radicales. Peu de gens en ont conscience de ça. Donc, notre travail, c'est effectivement d'expliquer aux gens ce qu'il y a derrière ce wokisme, cette radicalité. On en arrive à l'absurde. Je prends l'exemple, encore une fois, des gens qui souffrent d'homophobie. Alors, bien évidemment, je ne généralise pas, je parle de la France qui se trouve dans les woke, dans le wokisme, hein, avec la création du mouvement Fat Activisme, où finalement ces gens-là se sont créés une communauté de victimes. Ils disent que là, finalement, la médecine impose injustement la norme de la minceur et que les maladies qui sont soi-disant sont liées à l'obésité ne sont que des fadaises finalement. Sont encore une fois pour mieux asseoir la domination de cet homme blanc qui en plus aurait la norme de la minceur. Donc on est dans une radicalité et encore une fois, effectivement, la rationalité est pointée du doigt. Ben, c'est cela, effectivement, on voit une inversion accusatoire qui est bien saillante sur la rationalité, mais qui peut l'être sur d'autres sujets. C'est-à-dire qu'en gros, on questionne la rationalité parce que la rationalité a donné sa supériorité à l'Occident, mais on ne Oui, questionne jamais le manque de rationalité des autres civilisations. Parce que si l'Occident est fort, c'est aussi parce que les autres ont été plus faibles. Et pour moi, c'est une inversion accusatoire. oui. Donc voilà. Donc oui, ta réponse était très intéressante, effectivement. Ce que j'aurais voulu savoir maintenant, c'est en fait, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on voit quand même que ça rentre comme dans du beurre, la culture woke, ça se répand, il y a forcément des accélérateurs qui font en sorte que ça se répand aussi rapidement en Occident. Ça fonctionne à gauche, mais pas que. On voit que c'est effectivement la gauche qui porte le plus Hum. virulemment le wokisme, mais ça infuse vraiment dans toute la société et notamment dans les élites. Est-ce que tu as quelque chose qui peut expliquer cela? Il y a beaucoup de facteurs en réalité, on va en prendre quelques-uns. Ça touche effectivement toutes les strates de la société, c'est évident. Et je crois qu'on ne pourra pas, je suis très heureux quand tu as dit tout à l'heure que j'étais un des seuls à parler de ça. C'est vrai, hein, je crois il y a beaucoup de personnes qui écrivent des bouquins sur le wokisme, je les ai tous lus, toi aussi, hein, je crois. Et peu de personnes finalement parlent de tout ce qui gravite autour des enjeux, tout ce qui peut expliquer finalement cette déferlante. Et je crois qu'on n'arrivera pas à sortir du wokisme tant qu'on ne mettra pas en lumière les enjeux qui correspondent à cette phase qui n'est pas noble. Des enjeux, encore une fois, politiques, économiques, sociétaux, etc. Ça veut dire qu'il y a forcément, quand je parle de sociétaux, c'est qu'il y a forcément des communautés militantes, il y a des lobbies qui vont forcément intervenir. On le sent, il y a des lobbies qui interviennent et qui sont extrêmement influentes dans cette propagation du wokisme. Il y a des enjeux économiques également et il y a des enjeux politiques. Donc, je reviendrai sur ces positions-là. Mais si je suis un peu plus basique, comment expliquer la déferlante woke? Il y a, il me semble, un déficit notamment chez les plus jeunes, un déficit de spiritualité. Je crois que, en tant qu'être humain, on a tous besoin d'une quête de sens. Cette quête de sens, elle est prédominante. Et dès lors qu'on n'a pas trouvé justement matière à combler ce vide en quelque sorte, eh bien, on essaye de trouver une idéologie porteuse de sens. Le wokisme, pour certains, est une véritable religion parce que c'est une idéologie qui est porteuse de sens, mais on va le voir aussi avec l'écologie, par exemple. C'est la raison pour laquelle on parle souvent de nouvelles religions. Elles sont porteuses de sens. Et cette quête de sens, malheureusement, avec le déficit de spiritualité, a créé un vide. Et il faut combler ce vide. En tant qu'être humain, on a besoin de combler ce vide. Ça, c'est l'un des facteurs, le déficit de spiritualité. Il y a un phénomène de mode aussi. Il y a un phénomène de mode évident. Quand on regarde les grandes enseignes, quand on regarde le marketing aujourd'hui, encore une fois, de ces grandes enseignes, quand on regarde les productions culturelles, il y a Samuel Fitoussi que tu as interviewé, qui en parle bien mieux que moi, puisqu'il a fait un bouquin dessus que j'ai lu. On voit bien cette emprise du wokisme hein, sur toute cette production de l'audiovisuel. Donc, il y a aussi un phénomène de mode. On pense que c'est le train qu'il faut prendre. Donc, il y a encore une fois, c'est un facilitateur pour la propagation du wokisme. Il y a aussi un mal occidental. Et ce mal, pour le coup, c'est malheureusement une spécificité occidentale, c'est ce développement
de cette haine de soi. Alors, j'en parle beaucoup. Et puis, ce sentiment de culpabilité, ça s'est développé. Mais en fait, c'est le pendant de la démarche victimaire. C'est-à-dire que si cette démarche victimaire fonctionne aussi bien, c'est qu'en face, il y a ben, quelque part une bonne, je dirais, réceptivité à cette démarche victimaire avec ce sentiment de culpabilité. Oui, finalement, je me sens, moi, redevable à un certain nombre de choses qui mènent à cette culpabilité, plus la haine de soi. C'est-à-dire que finalement, on passe notre temps, il n'y a pas que les woke, hein, parce que ça a démarré il y a depuis bien longtemps, cette haine de soi de l'Occident, on ne s'aime pas. Finalement, on passe notre temps à dire que nous sommes des affreux, nous sommes détestables. Et finalement, alors je ne généralise pas, bien évidemment, mais finalement, ça a un impact sur les sociétés. C'est finalement, bah oui, in fine, on ne s'aime pas. Ouais. Voilà, nous ne défendons pas ce que nous n'aimons pas. Et quand on parle de cette déconstruction qui avance avec une grande facilité où il n'y a pas de résistance, eh ben oui, c'est ça, hein. Nous ne défendons pas encore ce que nous n'aimons pas. Donc il y a une espèce de haine collective, comme ça, cette haine de soi collective avec ce sentiment de culpabilité. Donc à la fois, il y a la démarche victimaire qui fonctionne extrêmement bien avec ben, tout simplement ce sentiment de culpabilité, cette haine de soi qui mène à la repentance. D'où le côté sacrificiel parfois que l'on peut trouver. Moi, j'en parle de ce côté sacrificiel. C'est, bah oui, je me sens coupable quelque part. Oui, bah et voilà. Et ça contribue encore une fois à faciliter l'essor du wokisme. Après, il y a aussi, il faut pas sous-estimer hein, les méthodes, encore une fois, dissuasives que les woke ont déployées pour faire taire les oppositions. Donc, en gros, entre nous, les gens ont la trouille. Mhm. Ils ont la trouille. Hein, soit ils se la ferment, soit ils sont dans le conformisme. Mais quelque part, ils n'ont pas envie de subir la mort sociale parce que ça se déchaîne violemment, hein, surtout dans les pays anglo-saxons. Donc, ça se déchaîne méchamment. Mhm. D'accord? Donc, peu de personnes ont envie de se retrouver, de perdre leur emploi dans la ligne de mire de tel et tel groupe, etc. Donc, ça joue vraiment cette pression sociale. Il y a même des politiques qui ont peur d'employer un certain nombre de choses, de mots. Hein. Donc, oui, je pense que ça contribue aussi. Ces méthodes, on va dire, dissuasives, bah, du coup, à partir du moment où le wokisme n'est pas contré, eh ben, il se répand. D'accord. Alors, dans tes articles, tu fais un lien qui est étonnant, a priori, et qui finalement me paraît très pertinent, et j'aimerais bien que tu nous l'expliques, c'est le lien entre le wokisme et son déploiement et le fédéralisme européen. Dit comme ça paraît vraiment bizarre, et finalement, ça prend sens, et j'ai trouvé cette analyse très intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr, bien évidemment. Moi, je pars du principe, peut-être innocemment, Cyril, que tout est politique dans la vie. Tout est politique. Et donc, je ne crois pas au mouvement comme ça, spontané, qui se développe, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'enjeu, etc. Je n'y crois absolument pas. Ça peut être, oui, il peut y avoir des mouvements spontanés, mais pas sur la durée. Hmm. Voilà, il peut y avoir la naissance d'un mouvement, mais qui à un moment donné qui meurt de sa belle vie quelque part. Alors que là, on voit bien que ça prospère, etc. Et donc, moi, je développe l'idée qu'effectivement, il y a des enjeux. Donc là, on en vient à l'enjeu politique, Hmm. politique. Et là, je vais travailler maintenant sur les enjeux économiques dans mes futures recherches. Mais là, je vais parler de l'enjeu politique. Alors, je crois que le wokisme fait le jeu utile d'un projet politique qui le dépasse, en réalité. Donc, en d'autres termes, il est instrumentalisé. Il est instrumentalisé, alors je reste en Europe involontairement, instrumentalisé par les dirigeants européens. Alors, quand on dit dirigeants européens, c'est quoi? Enfin, c'est qui plutôt? C'est les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les responsables des instances européennes. Je pars du principe que les dirigeants européens veulent nous mener à la création d'un État unique, à la création d'un État fédéral, enfin, des États-Unis, on va dire, d'Europe, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Je pense que ça, c'est la cible. Alors, c'est curieux parce que finalement, on en parle de plus en plus depuis quelques semaines. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais on en parle de plus en plus de cette hypothèse. Avant, c'était presque du complotisme dès lors qu'on parlait de fédéralisme, alors que là, maintenant, on commence à le dire, on en parle sérieusement, on parle de fédéralisme. Donc, je crois qu'il y a cette volonté, mais les dirigeants européens se heurtent à un frein majeur qui est la résistance des peuples. Hmm. Les peuples, pas seulement en France, de manière générale,
se s'arc-boutent sur leur identité nationale, sur leur culture, sur leur patrimoine, sur leur histoire, etc. Ça, c'est le frein majeur. Et pour casser ce sentiment d'appartenance à l'identité nationale, le wokisme va être un formidable allié. En fait, pour y arriver à la création de cet État unique, il faut briser les États-nations. Il faut casser les États-nations et sortir des logiques identitaires. Alors, quel est le lien avec le wokisme, tu vas me dire? Il y en a deux. Le premier lien, c'est justement de déconstruire le sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Déconstruire le sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Et les woke sont les champions du monde, on le sait, de la déconstruction. Ils œuvrent au quotidien sur la déconstruction de notre histoire, de notre culture, de notre patrimoine, etc. Là-dessus, on voit bien que ça se déroule finalement. Encore une fois, ils ne sont pas contrés. Et pourquoi ils ne sont pas contrés, entre autres? C'est parce qu'il y a ce fameux sentiment de haine de soi. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Les woke usent et abusent de cette accusation en disant que les Occidentaux sont des affreux, sont des méchants, sont détestables. Donc, on a développé au sein des populations ce sentiment de haine de soi. Du coup, cette déconstruction est relativement bien acceptée parce qu'encore une fois, on ne peut pas défendre ce que l'on n'aime pas, tout simplement. Ça, c'est le premier point, la déconstruction du sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Deuxième levier pour y arriver à la création de cet État unique, c'est l'immigration massive. Peupler l'Europe de populations qui n'ont pas et n'auront pas la logique identitaire des peuples d'accueil. Parce que cette logique identitaire, justement, on ne la veut pas. Il faut la casser, il faut la briser. Donc, cette immigration massive va contribuer. Et comment faire accepter cette immigration massive? C'est en jouant sur le sentiment de culpabilité. On en revient sur ce qu'on se disait en introduction sur la présentation du wokisme. Le wokisme joue sur ce sentiment de culpabilité, encore une fois, qui pénètre la population. Et ce sentiment de culpabilité fait en sorte que les populations immigrées vont être mieux accueillies. Je rebondis sur la déclaration de la commissaire européenne à l'égalité, Madame Elena Daliki, en décembre de l'année dernière, a clairement dit a clairement dénoncé le racisme, tiens-toi bien, structurel des États membres, et les a invités à promouvoir davantage la diversité. Elle se sert de ce sentiment de culpabilité pour faire en sorte que cette immigration massive soit mieux acceptée par les populations d'accueil. Voilà les deux leviers. Et je crois que, effectivement, l'instrumentalisation du wokisme est pour moi quelque chose d'évident dans ce schéma global où, effectivement, on veut aller vers la création de cet État unique. Mais il y en a d'autres encore qui sont instrumentalisés. C'est une partie de la gauche. Pourquoi? Parce que finalement, une partie de la gauche, qui se veut internationaliste, immigrationniste, etc., veut abolir les frontières et œuvre pour la mixité des peuples, le fameux métissage, parce qu'ils estiment que le métissage va supprimer le concept de race, la xénophobie, qui sont des sources de conflits. C'est la fameuse créolisation qui est reprise par Édouard Glissant, enfin, qui a été développée par Édouard Glissant et reprise par Jean-Luc Mélenchon. C'est cette fameuse créolisation. Donc, en fait, eux aussi, quelque part, font le jeu de ce projet politique, finalement. Donc, encore une fois, dans cette volonté de créer cet État unique, il faut créer un peuple nouveau qui ne soit plus attaché à cette identité nationale. Et l'immigration massive, la déconstruction, va contribuer à créer ce peuple nouveau qui sera ce peuple européen. Et pour terminer là-dessus, parce que j'imagine que tu as d'autres questions, je ne veux pas être trop long en développant une réponse. Il y a eu, c'était en janvier de cette année, l'approbation par le Parlement européen d'une résolution sur la conscience historique européenne. Cette conscience historique européenne, cette résolution sur la conscience historique européenne consiste à déconstruire les histoires nationales au profit d'une histoire européenne pour créer chez les plus jeunes le sentiment d'appartenance à l'Europe. Voilà. Donc, je développe cette idée parce qu'encore une fois,
le wokisme est un formidable allié pour casser les États-nations, déstabiliser les individus et parvenir à créer ce peuple nouveau, ce peuple européen. Ouais, quant à moi, avant de te poser une nouvelle question, je vais effectivement aller dans ton sens et j'aime beaucoup cette analyse que tu fais. D'autant qu'il y a des analyses similaires que j'ai vues, par exemple au niveau de la culpabilisation, j'ai vu ça chez Jean Raspail dans son fameux livre polémique Le Camp des Saints, qui est sorti dans les années 70, qui avait déjà vu effectivement cette culpabilisation, cette haine de soi et cette envie des élites en fait de détruire le sentiment national. Et puis je voulais également aussi recoller à quelqu'un qui est plus à gauche, c'est Jean-Claude Michéa, qui nous explique Mm. qu'effectivement le but du jeu et de faire en sorte que les Européens pardon, ne soient plus que des êtres axiologiquement neutres, dénués d'anthropologie, dénués de culture, dénués de quoi que ce soit. Nous ne sommes plus que des consommateurs européens et c'est ce que veulent les élites, un peuple, je veux dire, il n'y a plus d'anthropologie, on se fout de nos cultures, de qui nous sommes, de notre identité, de... Ce qui compte, c'est que nous soyons des agents économiques productifs et consommateurs. Exact, tout à fait en phase avec cette analyse. Alors la question suivante, c'est tout simplement de se dire que on a quand même des éminences grises en Occident, on a quand même des philosophes, on a quand même, je veux dire, on a beaucoup de gens qui auraient pu stopper ce mouvement, qui auraient pu voir les choses arriver de loin, même si on l'a dit, Jean-Claude Michéa, Jean Raspail, d'autres encore. Je sais que parfois Michel Onfray développe des analyses intéressantes depuis un moment là-dessus. Comment ça se fait que ces gens-là n'ont pas réussi en fait à bloquer ce mouvement ou à le freiner beaucoup plus vite? Est-ce qu'il y a eu une naïveté de leur part ou un déficit d'éminence grise, tout simplement? Alors, je ne pense pas. Alors, si tu fais référence à ces gens-là, comme Michel Onfray, etc., Michel et compagnie, Finkielkraut, on pourrait mettre Finkielkraut aussi dans la boucle. Non, ces gens-là sont pas dupes de la manœuvre. Ils défendent le modèle républicain, entre autres. Ils dénoncent le wokisme, mais je crois qu'ils sont invisibilisés quelque part. Je crois qu'ils sont invisibilisés. Je pense que Ostracisé aujourd'hui, par la cancel culture. oui, alors il y a à la fois la cancel culture, là ce sera plus effectivement des mesures de répression et d'intimidation dissuasive, on va dire, mais je crois sincèrement que on va dire les idées fondamentales du wokisme sont entrées dans la doxa quelque Mm. part. Et si on en revient justement à cette dimension politique, on comprendra mieux finalement ce lien avec la doxa, donc la pensée dominante. Et aujourd'hui, on voit bien que le principe d'inclusivité, de diversité sont omniprésents dans cette pensée dominante. Donc, dès lors qu'il y a une pensée dominante, ça veut dire que derrière, il y a des phénomènes de diabolisation, des phénomènes d'invisibilisation. Donc, ces gens-là, effectivement, ne sont pas forcément mis sur le devant de la scène. Donc, et ça va renforcer l'idée justement que le wokisme fait le jeu d'un projet politique. C'est rentré dans la doxa. Pourquoi ce principe d'inclusivité, de diversité est entré comme ça dans la doxa? Voilà, on peut se poser un certain nombre de questions. Alors certes, encore une fois, tout le monde peut être braqué contre les discriminations, etc. Moi, le premier contre le racisme, mais je ne suis pas convaincu que nos dirigeants se réveillent le matin en se disant ma première priorité, c'est le racisme, c'est la lutte contre le racisme, c'est les discriminations. Je ne crois absolument pas à ça. Ouais, Voilà. Donc effectivement, ces gens-là n'ont pas la visibilité qu'ils devraient avoir, tout simplement. d'accord. Ben écoute, on a déjà fait le tour de pas mal de questions. J'aurais encore, malgré tout, quelques petites questions. La première, c'est tout simplement de se dire, parce qu'on parle beaucoup des problématiques, quels seraient aujourd'hui, eh bien, les angles, les axes, même si c'est flou, les actions concrètes qu'on pourrait éventuellement poser pour pouvoir résister à ce wokisme? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cela et est-ce que tu aurais des conseils à nous donner à ce niveau-là? Alors, je réfléchis à ça effectivement parce que je crois qu'à un moment donné, c'est bien de dénoncer, c'est bien d'expliquer, etc. Mais il faut passer à autre chose et passer à autre chose, c'est d'expliquer comment contrer efficacement le wokisme. Je crois qu'il faut commencer. Alors, c'est ce que l'on fait, mais insister sur démystifier, sur le fait de démystifier le wokisme. Arrêtons de faire croire aux gens que c'est uniquement la lutte contre le racisme et la discrimination. Donc, mettre en avant les dangers du wokisme. Hmm. Et je pense qu'il faut
défendre je dirais, le modèle républicain, le principe d'universalisme. Nous sommes des citoyens égaux en droit, défendre le principe de l'égalité des chances et du mérite, et de bien faire comprendre que quand on défend ce principe, on va dire, républicain, on ne voit un individu est avant tout vu comme un citoyen, alors que dans le wokisme, un individu fait partie d'une communauté, et ça, il faut bien faire comprendre que ça va diviser les gens. Donc, si on est à la recherche du bien commun et de l'unité du peuple, il faut se battre pour défendre notre modèle républicain. Ça, c'est très important. Donc, insister sur les dangers de division, de fragmentation de notre société et du risque d'explosion de la violence, parce que c'est ça qui nous prend en nez. C'est ça qui nous prend en nez. Et attention, ce risque d'explosion de la violence peut nous mener à un totalitarisme. Parce qu'à un moment donné, il faudra mettre tout le monde d'accord. Sans compter que ce qu'on a dit là sur l'immigration massive, etc., ça ouvre la voie au communautarisme, puisqu'on a mis fin au modèle d'assimilation, soyons clairs, hein, on ne veut pas que les gens qui arrivent chez nous nous ressemblent en quelque part. Donc, on a mis fin au modèle d'assimilation, donc on ouvre la voie au communautarisme, pardon, et au danger de l'islamisme. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être explosif, tout ça. Donc, à un moment donné, oui, il y aura peut-être des velléités totalitaires pour mettre tout le monde d'accord, tout le monde au pas. Après, je crois aussi que il faut, pour combattre effectivement efficacement ce wokisme, donc effectivement, on a vu expliquer les dangers du wokisme, mais il faut passer à la vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, à mon sens, c'est d'expliquer les enjeux du wokisme, c'est-à-dire pourquoi finalement on laisse faire. Donc oui, il y a certainement un enjeu politique, il y a des enjeux économiques, ça c'est très important à le dire, et puis d'extrapoler sur la vision de la société demain. C'est quoi la vision de la société demain si on continue comme ça? C'est quoi finalement? Parce que ça, les woke n'en parlent pas. On parle pas, ça construit pas. C'est pas comme dans les mouvements révolutionnaires que si on prend le marxisme, etc. Il y avait un vrai modèle de société. On adhérait, on n'adhérait pas. Mais il y avait un vrai modèle de société qui était défendu. Les woke sont dans la destruction pour le moment. Ils sont Mhm. dans la destruction. C'est quoi le modèle de société? Donc, je crois aussi, il faut essayer de faire preuve enfin, faire des projections et de se dire si ça continue comme ça, voilà vers quoi on tend. Donc, voilà, démystifier les dangers du wokisme, démystifier les enjeux du wokisme enfin, sur les aspects économiques, comment dire, politiques et sociétaux. Et je crois que déjà là, ça va pouvoir aussi donner du grain à moudre aux opposants et de faire en sorte que les gens comprennent que non, non, le wokisme, ce n'est pas uniquement la lutte contre la discrimination et le racisme. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis pour aller dans le même sens que toi, au niveau des tensions qui sont en train d'exploser un petit peu partout, on voit effectivement qu'on a un communautarisme extra-européen versus une montée des droites partout en Europe. Et j'ai bien Mm. peur que, à force d'immigration massive, à force de peuples qui disent qu'ils en ont marre et qui veulent que ça s'arrête et qui veulent garder leur identité, eh bien, il va y avoir des affrontements. Et encore une fois, ce sont les petites gens qui vont s'affronter à cause des utopies complètement folles des élites. On est bien d'accord. Et puis, quant à moi, j'ajouterais un point qui était inclus dans ce que tu disais, mais je voulais le préciser peut-être je voulais appuyer dessus, insister un peu plus. Tu nous parlais d'universalisme et tu as tout à fait raison, ce fameux universalisme français qui pose question dans le monde. Mais ce que j'aurais envie de dire à ceux qui nous écoutent, c'est que quand on aime sa civilisation et qu'on veut qu'elle perdure, eh bien, la moindre des choses, c'est déjà de la connaître. Parce que quand on part connaître sa civilisation, on en devient finalement le porteur. Et quand on en est le porteur, eh bien, on en est l'anticorps. Et c'est comme ça, en fait, qu'on résiste à d'autres civilisations ou à d'autres identités qui voudraient s'imposer à nous. Pourquoi je dis ça? Parce que le spécialiste en civilisation, Arnold Toynbee, le disait, une civilisation n'est jamais tuée par une autre. Elle se suicide toujours quand elle n'a plus envie de vivre. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit en Occident. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, Philippe? Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il y a une question qui est très intéressante que l'on peut se poser, hein. C'est-à-dire, est-ce que finalement, euh, est-ce que ce sont, comment dire, est-ce que c'est le wokisme? Alors, je prends deux exemples, le wokisme et l'islamisme. Est-ce que le wokisme, c'est le wokisme et l'islamisme qui viennent
fragiliser une société occidentale, l'affaiblir, ou est-ce que c'est parce que la société occidentale est affaiblie, elle est fragilisée, qu'elle est attaquée par le wokisme et l'islamisme? Ça, c'est une vraie question que l'on peut se poser. Ça rejoint finalement ce que tu dis. Oui, c'est une vraie question. Est-ce que l'Occident aujourd'hui est une civilisation que les gens veulent défendre? Et quand je dis les gens, ce sont les Occidentaux. Hmm. Hmm. Est-ce qu'ils se sentent porteurs d'un héritage? Est-ce qu'ils sont fiers de cet héritage du passé? La société occidentale vaut-elle la peine d'être défendue? C'est une vraie question et je pense, quand je regarde un certain nombre de choses, je lis un certain nombre de choses, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à détruire cette civilisation. Et pourquoi ils sont prêts à défendre, à faire en sorte que cette civilisation disparaisse? Parce que justement, ils estiment que cette civilisation est porteuse de trop de maux en quelque sorte, et notamment les génocides, les guerres, l'esclavage, le colonialisme. Et ça, c'est un manque de culture. C'est un manque de culture parce qu'on pourrait relativiser les choses en disant oui, bien évidemment, les sociétés occidentales n'ont pas le monopole de ces horreurs, bien évidemment, et remettre dans le contexte, etc. Donc il y a un côté un peu suicidaire, certainement, Hmm. dans notre civilisation aujourd'hui. Je Hmm. le pense, il y a un côté suicidaire et c'est la raison pour laquelle on est attaqué aussi facilement, au-delà des manipulations, par des idéologies mortifères comme le wokisme et puis d'autres mouvements, on va dire, politiques aussi comme l'islamisme. Voilà, je pense que ça explique forcément cet affaiblissement et cette facilité à laquelle les sociétés occidentales se sont attaquées. Ouais, et puis finalement, on peut voir peut-être au niveau national et idéologique ce qui se passe au niveau international. C'est-à-dire qu'on a renoncé à la puissance, on a clairement renoncé à la puissance. Si aujourd'hui on entrait en guerre avec un pays un peu conséquent comme la Chine ou la Russie, on serait véritablement embêté. On a 3 jours de guerre, nous disent les spécialistes, en de Munitions, ouais. munitions. Bon, ça n'a pas forcément à voir avec le sujet du wokisme, mais je veux dire, voilà, c'est peut-être cette puissance à laquelle on a renoncé qui est aussi une conséquence de cette envie de suicide. Je sais pas, voilà, ça me fait penser. Mais c'est très paradoxal finalement, parce que d'un côté, alors c'est aussi les limites de l'universalisme, c'est que d'un autre côté, il y a ce côté un peu suicidaire, on voit où, bon voilà, on est attaqué parce qu'on se laisse aussi un petit peu attaquer, mais d'un autre côté, on veut exporter un modèle, notamment dans certaines civilisations, hein, c'est un peu les critiques que l'on a de l'universalisme, hein, c'est nos valeurs sont forcément bonnes pour les autres. Mais on continue quand même de le faire, ce truc-là. On continue quand même de le faire. Donc Ouais, je trouve que c'est assez paradoxal. je renvoie sur ce point, et tu as raison, c'est un point très intéressant et très important. Je renvoie à Samuel Huntington, Le choc des civilisations, qui formule cette critique et qui explique que l'Occident a envie d'imposer sa civilisation partout dans le monde, sauf sur son C'est propre ça. territoire. C'est un paradoxe qu'on a du mal à comprendre, effectivement. Ouais, c'est un très bon paradoxe. Ouais. Est-ce que pour finir, Philippe, pardon, tu aurais des livres, des articles, bref, de la nourriture intellectuelle à nous proposer pour aller eh bien, nous instruire des sujets que tu traites et que tu analyses? Euh, alors très honnêtement, j'ai lu tous les bouquins sur le wokisme. Il y en a un qui je trouve particulièrement intéressant, c'est celui de Sylvie Pérez. Mhm. En finir avec le wokisme. Donc je le recommande vraiment à nos auditeurs. Et je trouve elle met, alors c'est surtout sur le monde bien évidemment anglo-saxon, mais elle fait un effort d'essayer d'expliquer le poids des lobbies en fait et de l'influence de ces lobbies. Elle parle aussi des intérêts économiques, hein, et du wokisme en quelque sorte qui touche toutes les strates de la société. Et c'est la seule, me semble-t-il, qui parle de ces fameux enjeux, ces fameuses influences externes à ce mouvement. Donc oui, Sylvie Pérez. Après tous les autres bouquins, tu as même, je vais pas en parler parce que tu les as tous lus et puis tu as même fait des émissions hein, dessus. Après, moi aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup en fait à la géopolitique et mon objectif dans les semaines à venir, c'est d'interviewer finalement des géopolitologues justement pour les faire rebondir sur des sujets du progressisme. Parce qu'encore une fois, je pars du principe que tout est lié en réalité, au niveau national, au niveau international, etc. Et dans la géopolitique, il y a forcément, alors on va reparler de l'universalisme, du fait d'imposer
un autre modèle, on a posé des valeurs, etc. On va parler aussi du wokisme. Et donc, j'ai envie de faire rebondir maintenant mes interlocuteurs, justement, dans leur domaine de compétences, sur les liens qu'il peut y avoir entre, justement, ce qu'ils décrivent, eux, dans la géopolitique et les sujets du progressisme. Donc voilà, sinon, des articles intéressants, tous les articles, quelque part, sont intéressants dès lors qu'à partir du moment où on considère que c'est un ensemble de choses et que tout est lié, j'encourage les gens effectivement à s'intéresser à la géopolitique, les auditeurs aussi à s'intéresser à des aspects économiques du wokisme et notamment tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, les puces électroniques. Un autre sujet aussi, je pense que là-dessus tu seras tout à fait en face, c'est de s'intéresser au transhumanisme. Parce qu'effectivement, quand on disait tout à l'heure, c'est quoi le modèle après les woke, c'est quoi la cible des woke, à quelque part, quand on essaye de faire des projections, on peut effectivement aboutir au transhumanisme. Donc voilà, si j'ai petit conseil à formuler, bien évidemment, à nos auditeurs qui s'intéressent sur le sujet en sortant exclusivement du monde du wokisme, c'est de s'intéresser à la géopolitique et s'intéresser au transhumanisme. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe, pour cette analyse originale, cet œil particulier que tu as sur le wokisme, qui, selon moi, est très intéressant, très enrichissant, parce que ben, il n'y en a pas beaucoup, et je trouve que ton analyse est très pertinente. Donc, merci pour le temps que tu nous as consacré cet après-midi. Merci Cyril, merci beaucoup pour cette invitation.